Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'information. La totale dimanche au sommaire de ce magazine. Dans la rubrique Confraternellement, existerait-il une justice à deux vitesses au Sénégal? En tout cas, les critiques contre le fonctionnement à plusieurs vitesses du pouvoir judiciaire fait de plus en plus débat. Vrai ou faux? Analyse à suivre en début de magazine. Et puis, économie des médias, dimension matérielle et dimension immatérielle. Mamadou Ndiaye et son invité passeront au peigne fin ce sujet. Ce sera dans Coin Éco à suivre tout à l'heure. Dans Ailleurs à Qatar 2022 restera longtemps dans les mémoires. Certes, c'est l'Argentine qui est rentrée avec la coupe, mais la gloire est restée au Qatar. Ce microcosme du Golfe arabique a relevé le défi de l'organisation de la plus importante des compétitions du football mondial, malgré tous les critiques à suivre. Donc en fin d'édition avec Babacar Ndaoufaï de retour à Doha dans ce magazine. Et puis Bouillon Culture, masculinité positive, quel rapport avec nos valeurs culturelles? La réponse à suivre dans Bouillon Culture, un reportage de Khadija Ndjouf à suivre tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité dans Confraternellement, c'est la justice et le forum civil qui est pour la création d'une nouvelle cour de répression de l'enrichissement illicite qui a réagi d'ailleurs au rapport de la Cour des comptes. Le chargé des programmes du Forum civil plaide pour l'ouverture d'une information judiciaire conformément aux recommandations publiées dans le dernier rapport. Abdou Maliki Bousso appelle à des réformes de la justice pour une meilleure reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques, indiquant par la même occasion que la CRI est devenue obsolète. Ce membre de la société civile dont l'organisation milite pour la bonne gouvernance et la transparence de suggérer la création d'une nouvelle structure chargée de réprimer l'enrichissement illicite sous toutes ses formes. Amadou Barry pour plus de précision. La société civile dont son organisation fait partie était membre du comité de gestion des fonds de la COVID-19 mis en place au lendemain de l'apparition de la pandémie dans le pays. Aujourd'hui, le chargé de programme du Forum civil se félicite de la qualité du rapport publié en août et récemment rendu public. Abdou Maliki Bousso plaide désormais pour l'application stricte des recommandations élaborées dans l'audit rapport. Je crois qu'il y a une tentative d'abord de réponse venant du président de la République qui a instruit hier en Conseil des ministres le Premier ministre de prendre des dispositions avec le maximum de célérité nécessaire pour donc exploiter le rapport afin que des réponses appropriées puissent être apportées aux préoccupations de la Cour et de l'opinion. S'agissant des critiques de l'opinion sur la justice considérée à double vitesse, ce membre de l'exécutif du Forum civil dit comprendre cette perception de l'opinion, mais privilégie plutôt des réformes pour une justice plus réactive. Dès que le rapport sort, le procureur de la République est obligé de se saisir. Pour ce qui concerne l'OFNAC et la Cour des comptes, ce n'est pas aussi évident que ça. Et je crois qu'on gagnerait dans les réformes à venir à faire en sorte de réguler et d'encadrer les pouvoirs du procureur de la République, qu'ils soient plus liés, surtout en ce qui concerne le traitement de ces infractions et de ces délits et crimes financiers et économiques. L'une des solutions passe selon lui par une juridiction économique et financière, conformément à la proposition de sa structure, qui est par ailleurs la section sénégalaise de Transparency International. Le président de la République avait parlé d'un parquet financier national et le Forum civil avait fait une production tendant à donner un cadre à cette proposition du président de la République. Je crois qu'il est temps pour le président de la République et pour le Sénégal de se diriger vers ça. Ça devient complexe. Notre pays est en train de devenir un pays économiquement mieux loti qu'avant. On gagnerait à équiper et à entraîner nos juridictions vers plus de professionnalisme. Estimant que la CRI qui a été réactivée par le chef de l'État est obsolète, pour ce militant infatigable de la société civile, une nouvelle cour chargée de la lutte contre l'enrichissement illicite mieux lotie s'impose. Je crois qu'elle gagnerait à être réformée.
On pourrait aller vers une CRIEF, une cour de répression des infractions, qui aurait pu avoir donc la double détente, donc le procès et l'appel. On aurait aussi à gagner à avoir un parquet financier musclé qui pourrait exploiter tous les rapports d'audit et tout ce qui est pointé comme mauvaise gouvernance, se saisir de toutes les questions à incidence économique et financière pour assainir le climat des affaires, pour assainir la concurrence économique, pour rassurer le citoyen sur la gouvernance des ressources publiques. Pour tirer l'affaire au clair sur le rapport de la Cour des comptes, Abdou Bousso suggère au Premier ministre de suspendre tous les fonctionnaires cités, l'OTAN préconise-t-il que les informations judiciaires aboutissent. On ne peut pas être soupçonné de malversation, continuer à gérer les deniers publics. C'est une mesure conservatoire que le Premier ministre devait prendre ou faire prendre par le président de la République le plus rapidement possible. Le reste, c'est les autorités politiques. Il y a une double attente. À leur niveau, avoir l'éthique de responsabilité, quand on est pointé du doigt, se démettre le temps de prouver qu'on n'est pas responsable de son dont on est accusé. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, cet archiviste à la retraite est pour l'ouverture diligentée d'une information judiciaire, une demande selon lui pour un constat de délit et d'infraction financière manifeste. Et dans Coin Éco, justement, l'économie des médias en question, le Sénégal connaît un baby boom médiatique au lendemain de sa première alternance démocratique. La démocratisation de ce quatrième pouvoir a rendu, entre guillemets, liberticide et peu rentable financièrement ce secteur, pourtant si stratégique. Une situation qui met donc certains organes de presse dans l'inconfort, car étant dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs impôts comme n'importe quel contribuable fortement tributaire du marché publicitaire qui a besoin de toilettage, avec surtout certains organes de presse qui vont jusqu'à avoir des bisbis avec l'administration fiscale qui se voit d'ailleurs obligée d'employer parfois la méthode radicale. C'est un sujet signé Mam Abdougaï Kassé sur des images de Sidina. Au Sénégal, l'univers des médias est particulièrement rude. Le marché des publicités est réduit, une situation qui ne favorise pas le développement des organes de presse. Si d'aucuns s'acquittent de leurs obligations fiscales, la moyenne n'en fait pas autant, explique cet inspecteur principal des impôts et des domaines. Comme effectivement tout secteur, parmi le secteur de l'audiovisuel, il y en a quand même des contribuables qui s'activent normalement de leurs obligations déclaratives et de paiement, comme il y en a d'autres effectivement qui continuent à évoluer en marge de la légalité fiscale. Mais à chaque fois que de besoin, l'administration alerte. Et pourtant, poursuit-il, le système fiscal applique une discrimination positive allant dans le sens de la création davantage de médias. Des facilités sont même prévues pour les accompagner dans leur croissance. C'est le cas, par exemple, des petites et moyennes entreprises. Les start-up, les entreprises nouvellement créées qui sont au régime de l'impôt sur les sociétés et qui accusent un déficit sont exonérés du paiement de l'impôt du minimum fiscal pendant 3 ans. Mais il y a une autre innovation également, ça c'est vraiment pour encourager la création d'entreprises, c'est que l'impôt du minimum forfaitaire, il y avait un minimum, c'est-à-dire un plancher et un plafond. Le plancher de 500 000 francs a été supprimé. Ce qui fait que si on calcule aujourd'hui l'impôt du minimum forfaitaire et qu'on tombe sur un montant de 20 000 ou de 30 000, le contribuable restera devoir payer ce montant. Alors qu'auparavant, si on calcule et qu'on trouve 20 000 ou 30 000, le contribuable lui réclame 500 000 francs. Le système fiscal sénégalais est déclaratif et non contraignant, comme c'est le cas dans d'autres pays, rappelle le chef de bureau de la stratégie et de la modernisation à la Direction générale des impôts et des domaines. Plus de 4 000 dossiers contrôlés l'année dernière, selon lui toujours. Et pourquoi certains médias voient parfois l'administration fiscale bloquer leur compte en banque? À cette question, il répond ceci. Par exemple, en matière de vérification, l'administration, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, peut voir qu'il y a des anomalies et envoie une mission de vérification ou bien vérifier même sur pièce. Alors, ces vérifications se soldent généralement par une notification de redressement, qui est une procédure contradictoire. Et là, le contribuable dispose d'un délai d'1 mois pour répondre.
Maintenant, si le contribuable ne répond pas, au bout d'un mois, l'administration est obligée de confirmer l'intégralité des droits qui ont été initialement notifiés. À la suite de la médiation entreprise par la coordination des associations de la presse pour dénouer le différend opposant le groupe des médias à l'administration fiscale, celle-ci a effectué une remise gracieuse pour tous les organes de presse du pays. Vous l'avez compris donc pour Coin Éco, l'économie des médias. En question ce soir, doyen Mamadou Ndiaye qui est d'ailleurs déjà en place avec son invité, le doyen Ibrahim Bakhoum, journaliste également, vont débattre de l'économie des médias, dimension matérielle et immatérielle. Doyen Mamadou Ndiaye, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir Awa. J'ai le plaisir de recevoir un autre doyen, je me soustrais pour ne pas être en face de lui comme un doyen. Ibrahim Bakhoum, c'est une personnalité très marquante donc, du secteur de la presse au Sénégal. Consulté, voilà, et souvent saisi pour des questions très délicates. Eh bien, nous traitons aujourd'hui, M. Bakhoum, d'une question très délicate. C'est le positionnement des médias, mais en même temps aussi, c'est peut-être l'influence des médias, la nature des médias, la spécificité des médias comme entreprise. Je commencerai par là. Est-ce que une entreprise de presse, c'est comme une toute autre entreprise? Sûrement pas. Bonsoir Mamadou, bonsoir madame. Awa. Awa, elle m'avait déjà dit que ça plaît. Merci beaucoup Awa. Donc, ce n'est pas comme n'importe quelle entreprise. Oui. Il y a un exemple que je donne tout le temps. J'ai si souvent donné que maintenant je dis, mais les gens vont dire, mais ce gars-là ne connaissait cet exemple. Mais c'est parce qu'il est très en rapport avec ce que nous faisons. Il y a de ces activités commerciales, mais qui ne sont pas que commerciales du point de vue de leur apport. Quand je prends, vous achetez un médicament quelque part, celui qui vous vend le médicament, il sait que parfois, quand vous venez lui dire « je veux tel médicament », il vous demande où est le document qui atteste que je peux vous le vendre. Si vous ne l'avez pas, il dit « non, je ne peux pas vous le vendre ». Parce qu'il sait qu'il n'est pas seulement commerçant, il est également conseil. Tout à fait. Le pharmacien, c'est également un conseil. Donc, il n'y a pas de prix à cela pour dire, bon, ça va, puisque j'ai de l'argent, j'achète. Il peut refuser. Et pourtant, il est en conformité avec la loi. C'est en vous vendant ça qu'il serait même en contradiction. Parlons des médias. Tantôt, elle a parlé de quatrième pouvoir. Moi, je dis toujours aux gens, les médias ne sont pas un quatrième pouvoir, c'est un pouvoir d'influence. Autrement dit, les médias transcendent. Ils sont en phase transversale par rapport à toutes les institutions, donc à tous les pouvoirs, ce qu'on appelle les trois pouvoirs connus. Mais leur pouvoir d'influence est encore extrêmement important parce qu'on influence et le décideur et celui qui applique les décisions. Tout à fait. Mais également, on influence celui qui a accepté de nous lire, de nous écouter. Comment est-ce qu'on l'influence par rapport à des choix de personnes à élire, à des choix de produits à consommer, à des choix de comportement dans la société? Tout cela demande l'apport des médias. Donc, si vous dites qu'on veut le mettre seulement au niveau matériel, combien ça coûte, combien on doit payer? On biaise un peu le... Totalement, c'est pas un peu, c'est totalement. Mais justement, les impôts et domaines, arrivent-ils à aujourd'hui cerner ce qu'est une influence, ne serait-ce que pour pouvoir maintenant, dans la finalité, mettre un coefficient d'imposition sur une chose qui est immatérielle, l'influence par exemple? Elle a vraiment parlé de cela. En fait, quand vous influencez, qu'est-ce que ça apporte à qui? Qu'est-ce que ça évite? Merci. Parce que c'est les médias qui décident de quoi les gens vont parler dans l'espace public. C'est les médias qui décident de qu'est-ce qui est important pour les gens, qu'est-ce qui ne l'est pas. Même si la venue ou la survenue d'événements est extérieure aux journalistes, même s'il n'est pas auteur de quoi que ce soit, mais le seul fait qu'il décide d'en parler ou de se taire est quelque chose qui est difficile d'apprécier. Quand vous parlez donc de fiscalité, vous dites tel produit de consommation courante, ça coûte ceci, celui qui l'a produit ou celui qui l'a vendu peut gagner cela. Et on sait que quand vous avez acheté, pardon, bon, moi je viens parler de mon bon thierry là et tout, c'est ça, on sait ce que c'est. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand tu as réussi à convaincre quelqu'un de se comporter d'une certaine manière,
d'accepter ceci. Les impôts ne peuvent pas aller jusque-là. C'est comme quand on parle du juge également. On dit que le juge, quand il se met à juger quelqu'un dans la presse, sait-il exactement comment on enquête, comment on va chercher, comment on traite? Il y a quelque chose de matériel là-dedans, c'est-à-dire que ça m'a coûté combien pour aller à tel endroit, ça m'a coûté combien pour imprimer mon journal, ça m'a coûté combien à l'électricité. Mais l'apport que j'apporte, mon apport à la démocratie, mon apport à la stabilité, mon apport à la citoyenneté, mon apport à la etc., cela, ça n'est pas quantifiable. Tout à fait. Cette influence-là, elle est extrêmement importante. Donc, vous demandez aux impôts d'évaluer ça. On dit, bon, l'impôt, parce qu'il y a des règles comme ça, on dit 18% ici de TVA, ceci en impôt sur les sociétés, etc. Autrement dit, cette société n'est pas la même que toutes les autres sociétés qui produisent du matériel, du bien. Ici, on produit du bien immatériel. Enfin, donc, on ne peut pas l'appeler bière. Toi, tu as fait à le quantifier. Donc, en fait, c'est une invite à ce que peut-être les impôts et domaines réajustent un peu leur perception justement de l'entreprise. Évidemment, après ils vont vous dire mais c'est la loi. Bon, alors à partir de ce moment, il va falloir donc revoir la loi sur cette affaire. Parce que la presse, c'est pas comme n'importe quel produit dans la société. Et pour y arriver, Ibrahima, quand le Covid s'est installé dans notre pays, la pandémie s'est installée dans notre pays, je pense que les médecins autour du président de la République avaient décidé qu'un slogan devait être mobilisé et scandé. C'était « Restez chez vous ». Or, c'est la presse, les médias qui ont donc matérialisé le rester chez vous et le lendemain, personne n'a été vu dans les rues. Comment quantifier justement ce message qui est passé, en même temps aussi peut-être qui a permis aux Sénégalais de savoir que la pandémie elle est dangereuse, elle est contagieuse et que rester chez soi, ça permet peut-être d'éviter sans doute les contagions. Et ça, on ne peut pas l'évaluer financièrement, c'est pas possible. Il n'y a pas de truc matériel pour cela. Parce il n'y a pas d'instrument de mesure. Il n'y a pas d'instrument de mesure, sauf peut-être quand dans le cas des sondages, etc. Encore que ça, parfois c'est très subjectif parce que c'est juste des échantillons qu'on prend, etc. pour arriver à quelque chose. Donc on ne peut pas le matérialiser. Mais ce qu'on arrive à matérialiser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a gagné quand les gens sont restés chez eux, que la pandémie n'a pas pris une certaine ampleur. Qu'est-ce qu'on a gagné quand les gens ont réussi quand l'État a obtenu qu'on n'ait pas besoin de courir après les gens en leur disant restez chez vous, etc. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé, c'est les médias qui ont parlé. Si c'était seulement, imaginez un seul cas où un homme politique, quel qu'il soit, se met à la télévision pour dire bon, désormais on a décidé de rester chez vous. Les journalistes disent ah oui, on a dit à la télévision de rester chez vous. Et puis c'est fini. Mais les gens ne vont pas rester chez eux. Donc c'est la crédibilité d'un média. Merci, la crédibilité, oui. Ce qui permet d'arriver à ce résultat. Et qu'est-ce que recherchait le pouvoir? Les pouvoirs, j'allais dire partout dans le monde, ce qu'ils recherchaient, c'était d'obtenir que la chaîne de contagion puisse être interrompue. Et pour interrompre cette chaîne-là, il faut bien qu'il y ait un comportement. Ce comportement des gens, c'est les médias qui leur impulsent, qui leur disent à partir de ceci, voici pourquoi il faut faire. Et le message qui est dans la société, vous ne pouvez pas dire, ça ne se mesure pas à la balance, ça ne se mesure pas au thermomètre, ça ne se mesure pas, comment est-ce qu'on appelle, au centimètre. Très bien. Est-ce que donc on peut dire que les médias constituent une force qui s'ignore? Parfois oui, parfois quelqu'un a donné un truc, puisque tu as fait une partie de l'étude que je crois quelque part. Tu as compris ce que cela veut dire que quelqu'un disait avoir un fusil, entrer dans la brousse, quelque chose bouge, tu tires, après tu dis, je ne savais pas qu'il y avait un homme derrière. Quand je dis que je viens je viens de faire mal à une personne. Et tu dis, je ne savais pas que mon fusil était armé. Mais qu'est-ce que tu fais dans la brousse avec un fusil? Puis si tu penses qu'il n'est pas armé? Tout à fait. Et c'est exactement la même chose. Les médias sont une arme extrêmement puissante et redoutable. Comme je dis parfois à des jeunes journalistes, je dis, tout le monde a besoin de vous, mais en même temps, tout le monde cherchera à vous combattre en fonction des intérêts que vous... vous ne cherchez pas des intérêts, mais il y a des convergences, il y a des rencontres. C'est-à-dire que moi, par exemple, je veux aller à tel endroit, le hasard fait que je te rencontre quelque part. Si tu m'as donné quelque chose qui me rassure, si tu m'as conseillé, je prends. Donc, le journaliste ne cherche pas, dans son boulot, à faire plaisir ni à faire mal. Cet équilibre, évidemment, déjà l'effort qu'il fait, ça n'a pas de prix. L'apport de cela. Donc, puisque vous avez parlé de l'affaire de Covid, imaginons un seul instant ce que nous aurions perdu comme concitoyens
ce que nous aurions perdu comme moyen si tout le monde devait aller régulièrement à l'hôpital. Qu'est-ce que ça aurait fait? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous aurions eu dans les cimetières et tout cela? Donc, ceux qui ont obtenu, par leur discours, par des images qu'ils ont montrées et qu'ils ont commentées, ceux qui ont fait ça, ce sont les médias. Oui, et cela, vous dites, non, il faut absolument qu'il soit exactement comme le fabricant de chaussures, il faut qu'il soit comme le fabricant de je ne sais pas trop quoi, les impôts arrivent, mais ce n'est pas le même apport. Quand quelqu'un achète une paire de chaussures, il a porté sa chaussure pour lui-même, c'est tout. Oui. Mais quand quelqu'un écoute un message, lit un message, il se l'approprie et en se l'appropriant, il a en même temps, dans son environnement, il y a toujours un comportement qui vient des médias, même s'il ne sait pas qu'il l'a pris là. Parce que parfois, on consomme un produit sans savoir que c'est là. Donc c'est ça qu'on appelle, c'est l'influence là, elle est là. Elle est présente, mais comme on dit... Mais elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Comme un produit, je sais que je me comporte d'une certaine manière, je ne sais pas d'où ça me vient. Quelqu'un va dire, oui, ça me vient de mon éducation depuis longtemps, etc. Mais il y a des choses qui ne me sont pas venues de mon éducation. C'est la société qui me les a données. Mais la société me les a données à partir de qui? De ces supports qu'on appelle les médias, ces gens qui peuvent parler à tout le monde, qui peuvent atteindre aussi bien les populations, les décideurs, etc. Donc si les impôts se mettent effectivement à traquer ces gens en disant oui, ceci 1 plus 1 égale 2, 3 plus, etc. Non, ça ne fonctionne pas. C'est une méconnaissance justement de la réalité mouvante de l'entreprise. L'entreprise de presse ne peut pas fonctionner comme ça. Parfaitement. D'ailleurs, si Awan nous le permet encore, il y a des économistes qui ont commencé maintenant à être sensibilisés sur la question justement de l'immatérialité de l'information, mais aussi de sa puissance. Si bien que peut-être aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des phénomènes, disons, d'accaparement des médias par des puissances d'argent. Ah oui. Mais parce que ces puissances d'argent n'ignorent pas que le média constitue en soi un pouvoir. Si bien donc que peut-être cet appétit d'appropriation des médias constitue une force, peut-être même un alibi ou peut-être même un instrument de persuasion et d'influence justement sur les secteurs entiers. Ces gens qui investissent dans les médias, comme vous dites, ont les moyens de fabriquer des chaussures, ont les moyens de fabriquer autre chose. Mais ils n'investissent pas dans ça. Ils préfèrent aller investir là où il y a de l'influence. Ceux-là qui ont la possibilité de changer de comportement. Parce que je dis généralement aux gens, quand nous parlons de secteur privé, de secteur public de l'information, quand on dit les médias, secteur privé, je dis non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de dire, non, quand on dit par exemple quelqu'un fait du service public, je veux dire le service public de l'information, non. Il faut parler de secteur public et de secteur privé. Mais le service public de l'information, tout le monde fait du service public. Quand vous obtenez, puisque vous avez parlé de Covid, quand vous obtenez que les gens se comportent de cette manière, c'est un service public que vous faites, que vous rendez. Oui. Et ce service public-là, il est immatériel. On ne peut pas le quantifier, etc. Il y a plein de choses comme ça. Malheureusement, parce que j'ai l'impression que votre temps est... Non, oui, mais il y a une question quand même sur la modélisation du business dans les affaires. De plus en plus, on s'aperçoit que des médias étrangers arrivent et s'installent chez nous. Parfois même, ils vont aller jusqu'à créer des rubriques dans les langues nationales, ne serait-ce que pour s'adresser à ces opinions-là. Que pouvaient faire les médias locaux, ne serait-ce que quand même pour faire jeu égal avec ces médias qui viennent menacer quand même un peu leur périmètre? N'oublions pas que ces médias là-bas sont aidés quelque part par les puissances publiques, sont financés par les puissances publiques, etc. Oui. Et on les utilise comme tête de pont pour venir dans nos pays avec l'influence, en se disant que dans un pays comme le Sénégal, il y a des richesses à prendre. Dans un pays comme je ne sais pas trop quoi, ou dans une région précisément, il faut que nous y soyons. Et quand nous y sommes, il y a suffisamment... Il y a le nom, parfois ce que l'autre disait, le message c'est d'abord le médium. C'est effectivement... Au Sénégal, il y a eu un débat sur quelque chose, mais il a suffisamment, à un moment donné, qu'on dise que telle radio ou telle télévision dans tel pays en Angleterre l'a dit, et pour que ça fasse un truc comme ça, alors que les Sénégalais l'avaient dit depuis longtemps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument savoir que l'État a l'obligation, non seulement de laisser les médias respirer, mais surtout de mettre de l'argent public, parce que c'est de l'argent public, ce n'est pas l'argent du politicien, ce n'est pas l'argent du président, c'est de l'argent public. Mettre de l'argent public dans quelque chose qui apporte au public ce dont on a besoin, c'est-à-dire la sécurité, la transparence dans la gestion des affaires, la lutte contre les maladies, etc. C'est ça, mais cela n'est pas matériel. Voilà. C'est Ibrahima Bakhoum, il est incontournable sur ces questions-là, mais je pense aussi la question de l'immatérialité de la presse, de l'information, de sa puissance, de son pouvoir,
ne s'épuise pas en si peu de temps. Je pense qu'on aura d'autres occasions de revenir avec toujours Ibrahima Bakhoum et ses éclairages pour une opinion plus éclairée. Et je dirais, il faut. Hawa, merci beaucoup. Merci à vous, bien sûr. Merci également au doyen Ibrahima Bakhoum. C'était Coin Éco qui revenait sur la dimension matérielle et immatérielle des médias. C'est la fin donc de cette première partie de la Totale Dimension. On se retrouve juste après le bulletin d'information de 19h45 pour la suite. À tout de suite. 45. Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Le journaliste Pape Alé Niang a été évacué à l'hôpital principal de Dakar. Informe la coordination des associations de presse. Le journaliste avait entamé une grève de la faim depuis son retour en prison. Il serait d'ailleurs dans un état critique d'après la CAP. Pour rappel, Pape Alé Niang a été arrêté à nouveau lundi dernier à la demande du parquet qui estime qu'il n'a pas respecté les termes de son contrôle judiciaire. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, messe de Noël à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, l'archevêque de Dakar a lancé un appel à la paix. Le discours de Monseigneur Benjamin Ndiaye est bien reçu par les fidèles catholiques. Selon eux, tous les citoyens doivent œuvrer pour le renforcement du dialogue interreligieux. Mamadou Dia. Les fidèles catholiques sont à la paroisse Saint-Joseph de la Médina pour assister à la messe de Noël. La plupart tirés à 4 épingles. Une messe précédée de celle de minuit où l'archevêque de Dakar a prononcé son homélie. Le sermon a frappé M. Kenny, jeune fidèle, membre de la chorale. Monseigneur Benjamin Ndiaye a trouvé les mots justes, d'après lui. Je pense que c'est un discours qui s'est passé au moment où il fallait qu'il se passe, parce que le Sénégal est un pays laïque, bien que la majorité musulmane. C'est un discours qui permet justement à nos chrétiens de nous rapprocher un peu plus de cette laïcité à travers le dialogue religieux envers nos frères musulmans. Vraiment, l'archevêque a vraiment eu les mots qu'il fallait pour nous chrétiens, d'abord nous catholiques et ensuite pour le pays entier en fait. Jean-Marie marche fièrement pour aller se joindre aux prières. Le fidèle est surtout captivé par l'appel à la paix. La paix nous appartient à tous. Chacun doit y apporter sa part. Parce que c'est quelque chose, sans la paix, on ne peut rien faire. La paix est un élément capital pour tout le monde. Tout le monde en a besoin. Donc s'il appelle à la paix, c'est quelque chose que tout le monde doit entendre et y œuvrer. Virginie Ndour a prêté une oreille attentive à la prêche. Elle appelle les jeunes à suivre le regard de l'archevêque. Les jeunes doivent entendre ce discours de l'archevêque et le prendre comme exemple. Il a parlé à tout le monde, les catholiques tout comme les musulmans. Tout le monde se retrouve dans son sermon. Dans son homélie à la messe de minuit, Monseigneur Benjamin Ndiaye a délivré un message de paix, un sermon contre la violence physique et morale pour le maintien de l'harmonie sociale, selon l'archevêque de Dakar. Mamadou Dian, célébration de la fête de Noël au village SES d'enfants. Les responsables ne négligent aucun détail pour faire passer aux enfants de très bons moments de fête. Les enfants semblent également bien apprécier, n'est-ce pas, Ndea Sosambe? Les gazouillis des oiseaux émanant du baobab du village SOS d'enfants témoignent de la quiétude des lieux. Un calme légèrement perturbé par les quelques bambins qui jouent dans la cour. À la veille de Noël, mis à part un sapin décoré de guirlandes, rien n'indique l'imminence de la fête.
Pourtant, Noël se prépare, comme dans toutes les maisons du Sénégal, selon Mohamed Fall, éducateur au village SOS. Les préparatifs de Noël à SOS Village d'enfants, les maisons sont décorées, les mamans font des achats, les enfants vont se coiffer, on prépare à manger, on prépare le réveillon. Le soir aussi, les enfants vont se retrouver à faire du thé, du lait. Comme ça se fait au niveau de la communauté, c'est quasiment la même chose aussi. Les préparatifs se poursuivent donc normalement. Dans les 15 maisons du village, dans la 2, les enfants sont absorbés par leurs dessins animés à la télévision et Mbayang Baké, maman SOS, responsable de 9 enfants, s'affaire à la préparation du dîner. Il nous donne un budget pour préparer les fêtes. D'ailleurs, j'ai fait les courses hier. De plus, le parrain de la maison a aussi amené des choses pour passer de bonnes fêtes. La fête va être belle. La célébration de la fête est rendue possible grâce à l'appui solidaire de partenaires. Tous les enfants qui sont pensionnaires reçoivent des cadeaux. Mais également, nous recevons des cadeaux des particuliers, des gens de bonne volonté qui viennent nous apporter leur soutien, qui viennent partager des moments, qui apportent des cadeaux pour quand même contribuer un peu à donner le sourire à nos enfants. Dans l'idée de reproduire les cellules familiales, au village SOS d'enfants, les fêtes religieuses, à l'instar de Noël, se passent comme dans de nombreux foyers sénégalais. Leur cérémonie de remise de cadeaux annuels a lieu tous les 25 décembre, un moyen d'encore plus mettre le sourire sur le visage des enfants. Parlons tout à fait d'autre chose. Plus de 600 milliards de francs CFA, c'est le montant des investissements de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel dans l'industrie sénégalaise au cours de ces 4 dernières années. Devant le JDD, le jury du dimanche, le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel fait le bilan de son séjour au Sénégal. Christophe Yvetot pense d'ailleurs que le Sénégal peut être la locomotive de la sous-région en matière d'industrie. N'est-ce pas, Amadou Barry? D'emblée, l'invité du JDD a déploré le niveau industriel encore faible dans la vaste zone qu'il couvre. Le constat est amer, regrette-t-il. Le niveau industriel est malheureusement balbutiant dans la plupart des pays du continent. Cependant, notre pays est considéré comme un modèle, voire une locomotive dans la sous-région, avec une part de 16% pour l'industrie dans sa richesse nationale, a-t-il révélé. On a souvent montré l'exemple du Sénégal, parce que le Sénégal entrepris maintenant quelques années, notamment avec le plan Sénégal émergent, un certain nombre de réformes, de grands chantiers industriels, d'infrastructures, qui fait que le Sénégal bouge. La Banque africaine de développement et le NUDI ont lancé un nouvel index d'industrialisation, et dans cet index, le Sénégal est à la 9e place sur l'ensemble des 54 pays africains. Le représentant de cette entité onusienne qui milite en faveur du développement industriel encourage les pays africains à s'industrialiser afin d'accélérer leur modernisation. Il est persuadé qu'aucune société ne peut prospérer sans industrie. Les 2 crises, Covid plus le conflit en Ukraine, ont montré à chaque pays qu'on ne peut pas vraiment aller vers la prospérité si on est simplement consommateur. Il faut produire localement pour servir sa population. Donc ça déjà c'est quelque chose, et c'est pas simplement pour l'Afrique, c'est vrai, les masques ont manqué en Europe. Ouais. Sur le départ, au bout de 4 ans au Sénégal, le haut fonctionnaire français tire un bilan satisfaisant de ses actions à la tête de cette agence onusienne spécialisée avec de bonnes perspectives industrielles pour notre pays. L'idée c'est que le Sénégal devienne vraiment un pays émergent sur le plan industriel, que le Sénégal devienne un centre de production, que le Sénégal, qui est si proche de ses marchés, d'abord le marché sous-régional, après du Sénégal on est proche de l'Europe, on est proche des États-Unis, et qu'on fasse du Sénégal vraiment une plateforme de production. Le Sénégal est en train de se mettre en ordre de marche avec plusieurs infrastructures portuaires. Par ailleurs, Christophe Yvetot attribue l'instabilité chronique dans certains pays à l'insatisfaction de populations. Cela déplore-t-il malgré les énormes potentialités de la plupart des pays du continent. Comme viatique avant de quitter son poste, Yvetot espère que grâce à sa stabilité, le Sénégal atteindra l'émergence tant recherchée dans les années à venir.
Exploitation de l'or dans la région orientale du Sénégal, plus de 200 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État au titre de la contribution des sociétés minières. L'invité du jury du dimanche déplore l'écart entre le niveau de vie des populations et l'importance des richesses exploitées par ces entreprises. Christophe Yvetot plaide d'ailleurs pour l'érection d'un agropole Est. Nous l'écoutons. Après, je pense qu'il faut aussi commencer à réfléchir d'une autre façon parce qu'il faut quand même qu'il y ait un retour pour les populations locales. Parce que, et ça, c'est à la fois aux entreprises, mais aussi à l'État d'y penser, de ne pas simplement laisser les entreprises face et les populations face à face. Et ces qu'en régions fait, font partie souvent des plus pauvres. et voilà, et donc on se retrouve avec un océan de richesses où toutes les richesses sont extraites et tous les gens qui, après, en voyant même leurs richesses exploitées pendant 10, 20, 30 ans, restent pauvres. Alors nous, ce qu'on recommande, et d'ailleurs on avait tout à fait proposé un ensemble d'activités pour que, autour même des activités minières, on puisse développer les agro-industries, qu'on puisse développer tous les services locaux qui sont nécessaires même pour ces industries, et de faire que autour de ces industries qui peuvent travailler offshore un peu de façon totalement isolée, on crée des liens qui permettent d'en faire un pôle de développement. Donc c'est ça que nous recommandons, que par exemple il y a beaucoup de services qu'on avait identifiés, ça peut être même de la maintenance, du nettoyage, même des vêtements des personnes qui travaillent, ça peut être de fournir les aliments pour les services de restauration, et tout ça, c'est des économies qui peuvent vraiment aider autour les populations à vivre beaucoup mieux. Et puis ce communiqué de la gendarmerie nationale dans le cadre de la lutte contre la délinquance multiforme dans sa circonscription, la légion de gendarmerie de Tambacounda organisée dans la période du 7 au 18 décembre 2022. La seconde phase de Fagkanta 2, c'est dans la région de Kédougou pour l'opération d'importants moyens financiers moyens humains, matériels ont été mobilisés. Il s'agit de 82 véhicules et de 460 personnels de brigades territoriales locales, 4 escadrons de surveillance et d'intervention du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention et de la section cynophile. Une trentaine de sites d'orpaillage et de débit de boissons ont été investis et démantelés. Au lot de produits et de matériel ont été saisis. À l'image des groupes électrogènes, 553 personnes ont été interpellées, 22 déférées pour usage de drogue et prostitution. Le collectif des membres fondateurs du Parti de l'Alliance pour la République APR à Kaffrine fustige l'attitude du ministre Abdoulaye Seydou Sow. Il l'accuse d'accaparer toutes les faveurs et de privilégier ses militants. Ils interpellent d'ailleurs le président Macky Sall et réclament une audience au Ndiaye. 10 militants de la première heure de l'APR est favorable à la massification du parti, mais selon eux, le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow, qu'ils ont accueilli à bras ouverts, est aussitôt attelé à les mettre à l'écart pour imposer ses propres militants. Ils ont alors mis sur pied un cadre unitaire des premiers militants pour, disent-ils, refuser cette dictature. La coordination du cadre unitaire des authentiques de l'APR Yakar de la région de Kaffrine s'est réunie aujourd'hui pour échanger sur la situation des apéristes de la première heure. Ils ont été mis à l'écart, souvent au profit des transhumants et des militants de la dernière heure. Considérant que les responsables de la première heure de l'Alliance pour la République font aujourd'hui l'objet d'une liquidation extraordinaire par des responsables nouvellement engagés dans les rangs du parti et investis de prérogatives de puissance publique, en l'occurrence M. Abdoulaye Seydou Sow. Frustrés, ces responsables de l'APR venus des différentes communes du département disent vouloir attirer l'attention du président de la République sur les agissements peu orthodoxes de leur camarade Abdoulaye Seydou Sow. Il n'exclut pas de prendre d'autres initiatives pour protester contre ce qu'il appelle une injustice, mais sollicite d'abord une audience avec leur mentor. La coordination dit, si toutefois rien n'est fait d'ici peu, la coordination passera à la vitesse supérieure. Elle n'hésitera pas à prendre d'autres orientations politiques, car ce mutisme du président face à la situation des authentiques de l'APR Yakar de la région de Kaffrine relève tout bonnement de manque de respect. Le cadre unitaire qui dit attendre la réaction du président Macky Sall annonce que d'autres militants se manifesteront dans les prochains jours dans d'autres localités de la région. Notez que notre correspondant permanent à Kaffrine, Oumar Ndiaye, a tenté
de joindre avant le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Et puis, les habitants de Djilar apportent leur soutien au promoteur Babacar Ngom suite à la sortie des habitants de Ndengler qui continuent de réclamer leurs terres. Les habitants de Djilar disent d'ailleurs être les propriétaires de ces terres. Ils fustigent l'attitude de Seydi Gassama d'Amnesty International. Muntaga Kane et Mamadou Ba. Si les habitants de Ndengler contestent l'occupation d'une partie des terres par le directeur de Sedima, ceux de Djilar se rangent de son côté et jugent qu'il est dans son bon droit. Et Babacar Ngom n'est pas tombé par le ciel pour venir occuper ces terres-là. Il a passé par des canevas corrects, il est très légitime pour ces terres-là et il est légal. Ils accusent les habitants de Ndengler d'avoir profité de l'aménagement du site pour en réclamer la paternité. Les habitants de Ndengler ont attendu que le promoteur ait fini de labourer et de tout déblayer pour s'y installer et cultiver ses terres. Les habitants de Djilar ont voulu, en ce temps, se mobiliser pour les faire quitter les lieux, mais les responsables de Sedima les en ont dissuadés. En 2019, quand les gens de Sedima sont venus s'installer, ils ont commencé à s'y opposer et à réclamer la paternité de ces terres. Ils accusent l'administration du Sénégal de laxisme. L'administration sénégalaise a carrément laissé faire jusqu'à pareil moment. Nous ne pouvons pas comprendre un arrêté préfectoral qui domine un décret présidentiel. Ces terres-là connaissent un décret du président immatriculé. Ces terres-là ne sont pas des terres du domaine national. Un arrêté préfectoral ne doit pas hypothéquer les terres de Djilar. Les Djilarois alertent les autorités et affichent leur détermination à combattre toute concession que l'État ferait à leurs voisins de Ndengler. Renouvellement du comité de développement sanitaire de la commune de Taïf. Certains habitants dénoncent la manière dont le vote s'est déroulé, ce qui a suscité d'ailleurs leur colère. Ils indexent le maire de cette commune. Nous retrouvons notre correspondant permanent à Touba, Gorandaklo. En colère contre le déroulement des votes du bureau du comité de développement sanitaire de Taïf, un bon nombre de la population de cette localité élève la voix et évoque des irrégularités orchestrées par le maire. On ne peut pas accepter donc des votes, qu'on lève des voix. Le maire en tant que tel qui est juge est parti parce qu'il avait ses candidats à l'intérieur. Donc il était juge en ce moment et parti parce que c'est lui qui faisait le décompte. Alors qu'au moment des votes, le maire doit quitter les lieux, doit quitter la salle en tant que tel. Donc c'est ça. La population donc, avait proposé donc une vote secret. Mais par contre, le préfet a exigé ce qu'on fasse, ou bien le maire, je dis bien, a exigé pour que l'on fasse ce qu'on appelle des votes à main levée. La population n'était pas du tout d'accord sur ça. Donc ils ont forcé faire ce qu'on appelle un forcing, je dirais bien. Donc c'est ça. Ainsi, ces postulants du bureau du comité de développement sanitaire de Taïf ont introduit un recours pour l'annulation des votes du comité de santé. Nous allons faire ce qu'on appelle des recours. Déposer ça au niveau donc, des instances compétentes par rapport à ça. Donc c'est ce que nous avions fait déjà. On a commencé à déposer ça au niveau de la préfecture de Mbacké, ensuite au niveau du centre de santé de Mbacké. Ensuite, on a aussi déposer ça au niveau donc, du Forum civil, qui est donc une instance donc, civile, je dis bien, qui est là aussi pour la bonne marche des choses. Donc, c'est ça. À cet effet, le maire de la commune de Taïf balaie d'un revers de main toute accusation portée à son encontre. Donc, à introduire le recours et faire ce qu'ils veulent, de toute façon, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas l'autorité qui est chargée du renouvellement. On me convoque comme on convoque les délégués. J'ai été là en tant que délégué, en tant qu'également président du conseil de direction, mais aussi en tant que maire qui a accueilli l'Assemblée générale dans la salle de délibération de la mairie. Donc vraiment, je suis désolé de voir que tous ces agissements-là, quoi. J'appelle ces jeunes-là qui s'agitent à rejoindre l'équipe qui a été démocratiquement élue pour travailler ensemble pour l'intérêt de la commune de Taïf. Le comité de développement sanitaire de Taïf a été déjà installé par le sous-préfet, une situation qui n'est pas du tout du goût de bon nombre de populations qui entendent organiser une marche pacifique dans les prochains jours pour dénoncer les manquements notés lors du déroulement des votes. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.
Rebonsoir, chers téléspectateurs. On se retrouve donc pour la deuxième partie de votre magazine d'information, La Totale Dimanche, tranche de vie à présent, qui s'intéresse à un autre député. On ne le présente plus d'ailleurs, Guy Marius Sagna. Il est avant tout un activiste qui se bat pour le Sénégal. Il est très rare d'ailleurs d'assister à une manifestation sans le voir. Il est presque dans tous les combats pour le bien de ses concitoyens. Et à l'Assemblée nationale, il entend continuer à être au service des Sénégalais. Son portrait est dressé par Mamadou Sy. Il est presque dans tous les combats. Le siège de son mouvement Frappe France Dégage est devenu un véritable mur des lamentations. Des travailleurs licenciés, des travailleurs qui peinent à percevoir leur salaire, des retraités, des étudiants, presque tous qui ont un problème avec leur employeur défilent dans ces locaux. Guy Marius Sagna, né en 1979, est connu pour son combat. En 2011 et 2012, il milite au sein du mouvement du 23 juin, qui alimente la fronde contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Travailleur social à Sédhiou, Guy n'hésite pas à dénoncer les ajustements de ses supérieurs. Il sera rétrogradé par la suite des arrestations. Il en a connu plusieurs. Lors de manifestations ou de sittings, malgré ses séjours en prison, il n'a jamais abandonné son combat. Invité ou pas à des manifestations, Guy Marius Sagna est toujours présent. Son combat, il le fait, dit-il, pour le Sénégal, se définissant comme un militant de la gauche anti-impérialiste et panafricaine. Il affirme qu'il n'est pas contre la France, mais contre la politique française. Activiste, Guy Marius Sagna est aussi dans la politique. En 2019, il a accompagné Ousmane Sonko lors de l'élection présidentielle. En 2022, il est investi dans la liste départementale de Ziguinchor. Il sort victorieux face à la candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il fera son entrée à l'Assemblée nationale. Guy Marius fait sensation à chaque prise de parole. Son combat, il le poursuit dans l'hémicycle. Il est auteur de plusieurs questions écrites à l'attention du gouvernement. Il a récemment déposé une question d'actualité à la suite de la publication du rapport sur les fonds Force Covid-19, mais aussi demandé au président de l'Assemblée nationale de réactiver la Haute Cour de justice. Et Bouillon Culture qui s'intéresse ce soir à la masculinité positive, devenue un combat de tous les jours. Cette lutte qui promeut l'égalité des genres est souvent considérée comme étant en déphasage avec nos valeurs culturelles. Pour les femmes qui luttent pour le droit des femmes et des filles, l'insertion de la masculinité féminine nécessiterait une rééducation, une manière de réduire les hommes monstres, entre guillemets. C'est un dossier signé Khadija Nadjouf. Pour beaucoup de femmes, l'engagement des hommes et des garçons dans l'autonomisation des femmes demeure un combat. Aujourd'hui, l'on parle de masculinité positive, une notion perçue de manière différente. La masculinité, je suppose que ce sont toutes les représentations qu'on se fait d'un homme et tout ce qu'il doit être, toutes les valeurs qu'il doit porter, etc. Bon, partout où il y a le mot positif, moi je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire une masculinité positive? Est-ce que tous les hommes doivent obéir à un modèle? Est-ce qu'il y a un modèle d'homme qu'il faut qu'il soit, ou est-ce que c'est un comportement, ce sont des valeurs? On doit comprendre que la masculinité positive, c'est juste une société plus inclusive, une société plus ouverte, une société plus affectueuse, en repensant surtout à l'identité de l'homme. Un concept qui met en exergue l'égalité entre hommes et femmes, vu souvent comme non conforme aux valeurs culturelles. Ce que rejettent ces femmes qui luttent pour les droits de la femme et des filles. Je ne pense pas qu'elle soit en déphasage avec nos valeurs culturelles. Parce que cette masculinité, en tout cas telle que je la comprends moi, ça ne veut pas dire, encore une fois, transformer les hommes en femmes. Et dans le passé, les hommes étaient des vrais hommes, et aujourd'hui, on ne demande pas du tout aux hommes de ne plus être de vrais hommes. Peut-être que masculinité positive pourrait s'entendre au sens où développer une vraie harmonie dans le couple, une vraie harmonie dans la famille, cesser d'être des mâles au sens animal du terme. Pérenniser cette notion de masculinité positive dans la vie de tous les jours nécessiterait une rééducation, selon la directrice de l'AMPE. Les hommes monstres, parce que les hommes violents,
dont nous nous plaignons, c'est nous qui les avons construites. C'est nous qui avons fait ces hommes-là, nous femmes. Parce que c'est toujours la maman qui dit à ses enfants, filles et garçons, que ta sœur aille ranger ta chambre. Que ta sœur fasse ça pendant que toi tu vas jouer au football. Que ta sœur fasse ça pendant que toi tu vas faire ça. Alors que ce n'est pas normal. Ce qui doit se faire, c'est apprendre, responsabiliser autant l'homme que la femme, autant le garçon que la fille. Ça apprendrait à ce petit garçon qui aide déjà sa sœur, qui fait, parce que ce n'est pas aider, c'est quand ta sœur fait la vaisselle, quand tu fais la vaisselle avec ta sœur, tu n'aides pas ta sœur, parce qu'aussi tu es en train de faire la vaisselle avec les couvercles avec lesquels tu as mangé. Donc quand toi et ta sœur, vous faites les travaux ménagers ensemble, ça t'apprendra à le faire avec ta femme. Quand toi, tu sais que ta sœur a mal parce qu'elle est en train de voir ses règles, qu'elle est en période de menstru, tu comprendras, ah oui, d'accord, ça veut dire que ma sœur, quand elle a mal, chaque fin du mois, ce n'est pas parce qu'elle est maladive. On dit souvent, oui, ça ma sœur, mon coucou, a un problème parce que jabar ordonnance là. Non, elle a des règles douloureuses. C'est normal. Maintenant, expliquer aux frères que la sœur souffre des règles douloureuses, cela permettrait aussi aux frères de comprendre un jour ce dont dit sa femme, ce dont parle sa femme. Et puis c'est comme ça que c'est à nous, maman, d'inculquer ça, parce que la plupart du temps, c'est nous qui restons avec les enfants. Cette notion sera une manière de lutter contre cette facette d'homme, souvent pernicieux, nous confie l'écrivaine féministe. On leur demande juste de peut-être de laisser de côté le côté toxique qu'ils ont, c'est-à-dire dans une maison, privilégier le dialogue, la paix, l'amour, la confiance, des valeurs positives. La masculinité positive, une manière de faire des hommes des alliés avec lesquels les femmes vont mener la lutte pour l'égalité des genres. Ailleurs nous mène à Doha ce soir. L'Argentine s'en est allée avec la coupe, mais la gloire est restée au Qatar. Ce microcosme du Golfe arabique a relevé le défi de l'organisation de la plus importante des compétitions de football mondial. Malgré un tsunami de critiques et de réticences, loin des clichés ambiants, les Qataris ont accueilli les amoureux du ballon rond au cours plutôt d'1 mois de spectacle pour un mondial qui reste inoubliable. Qatar, le nain du golfe sur le toit du monde. C'est un récit signé Babacar Ndaoufay et Serigne Gakou Aïdara. C'est l'histoire d'une petite portion de terre du globe, 17 fois moins grand que le Sénégal en termes de superficie, où se meut un émirat qui voulait regarder l'Occident dans le blanc des yeux, avoir une influence proche de celle des États-Unis en faisant beaucoup mieux que la Russie. Bienvenue au Qatar. Pendant longtemps considéré comme une excroissance de l'Arabie saoudite, le Qatar a connu une ascension fulgurante qui lui permit enfin de toiser son voisin encombrant. En s'octroyant l'organisation de la Coupe du monde de football 2022, le pays s'offrait à la fois une belle et longue polémique, mais aussi et surtout l'occasion idéale de montrer à la face du monde à quel point, par la magie du pétrole et du gaz, il avait grandi. Le 20 novembre, sous un torrent de critiques des médias occidentaux, le Qatar accueillait donc le monde à sa façon. Incroyable hospitalité pour tous les autres en règle, intransigeance démesurée face aux récalcitrants et leur agenda. À l'un des aéroports internationaux de Doha, les avions descendent à plusieurs par minute pour déverser les millions de personnes venues des 4 coins du globe pour assister à ce qui serait, sans qu'ils ne s'en doutent, 4 semaines plus tard, peut-être le plus grand événement sportif de tous les temps. À la sortie, le premier cliché fond comme neige au soleil et il porte sur le climat. Doha et ses environs présentent un climat plutôt doux. Moins de 24 degrés à l'ombre quand tous les débats précédant le tournoi évoquaient une chaleur d'enfer. L'extrême propreté des lieux et l'organisation minutieuse des services de transport frisent la paranoïa. Le métro bondé est gratuit et l'on ne se perd pas dans ses nombreuses lignes grâce aux agents tout sourire postés un peu partout pour guider les voyageurs. Sur son sol désertique, fleurissent des paysages verts à perte de vue et immeubles futuristes
poussent comme des champignons. Doha est aussi une mégalopole où l'on ne sent nullement la surprésence de l'État central. Ici, les policiers se font très discrets. Ils ne gèrent que le strict nécessaire et c'est toujours avec le sourire aux lèvres. La population autochtone est estimée à environ 350 000 individus sur une population globale de 2,4 millions d'habitants se fond dans la masse. La consigne reçue de faciliter l'accueil aux citoyens du monde est respectée à la lettre. La tenue traditionnelle permet à peine de distinguer le Qatari de ses hôtes, et c'est là que saute un autre cliché. Les fans du monde entier viennent comme ils sont, habillés comme ils le veulent, sans jamais être harcelés. Mini-jupe, cuirassoué, short, sous-vêtements, couple bras dessus, bras dessous, on se croirait davantage dans les arrondissements bord de Seine de Paris que dans un émirat arabe. Quand bien même aurait-il pu être gêné par un spectacle inhabituel, pas une fois, les Qataris ne se sont donné un spectacle pour exprimer un éventuel choc. Le tournoi peut alors démarrer sous les meilleurs auspices. Des stades futuristes dans chaque coin du pays et les 4 principales villes sont servis avec des affiches de légende. Al-Khor, Al-Waqra, Lusail et bien sûr Doha, la capitale, pour le mondial le plus compact de l'histoire. 64 matchs de rêve sont alors disputés entre 8 stades ultramodernes, tous proches les uns des autres, offrant ainsi la possibilité unique de pouvoir vivre plusieurs matchs le même jour, à défaut de se donner rendez-vous dans l'un des 2 grands points de rencontre, le Souk Waqif, marché traditionnel où se retrouvent les fans de tous horizons pour célébrer les vainqueurs du jour, ou alors la FIFA Fan Festival sur la corniche qui sert des shows quotidiens et des concerts vespéraux aux fans de musique, de rencontres et de photographies devant le spectacle tout en lumière offert par les gratte-ciel à l'envergure démesurée. Jour et nuit, et sur chaque parcelle de son territoire, Doha envoie du rêve. Et au soir du dernier des 64 matchs d'anthologie, sans doute le plus mémorable de tous, une trophy tour est organisée en faveur du vainqueur, l'Argentine de Léo Messi, sur les artères de la cité lumineuse de Lusail, qui venait d'abriter une grande page de l'histoire du football. Jamais une telle parade n'a été organisée en l'honneur d'un vainqueur sur un pays autre que le sien. Les médias, très prompts à chercher le petit point négatif, en sortaient subjugués. Difficile, voire impossible de trouver le moindre petit impair dans l'organisation de cette 22e édition. L'émir et la cour ont pris plus de 4000 jours à préparer leur fête, dont l'objectif était de montrer leur force à la face de la terre. C'est réussi, et ce ne fut pas une légende. C'était donc le carnet de voyage à Doha de nos envoyés spéciaux qui étaient au Qatar, donc signé Babacar Ndaoufay et Serine Gakou Aïdara. C'est d'ailleurs ce qui met en terme à ce magazine d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.